C'est parti pour 23 km jusqu'au gîte de la Tournisse, qui est en pleine campagne, à peu près 7 km avant Cajar. On démarre assez tard, mais on démarre tranquille parce que pour sortir de Figeac, ça va monter pour changer. La journée de repos d'hier a fait du bien. Hier soir, on a mangé avec Sixtine, Fabio, Marlène, Suzanne. C'était très sympa. Et peut-être qu'avec Fabio et Marlène, on va se retrouver, puisque Sixtine et Suzanne terminaient leur périple à Figeac. En tout cas, merci pour tous ces bons moments. Et gros bisous à toutes et à tous. Bon, c'est à partir de là que ça va commencer à vraiment grimper. Bon, je crois qu'on a passé la partie la plus raide. Voilà, on arrive en haut de cette côte. Et je vais enlever une couche. Dis donc, t'as un beau piercing, toi. Bon, c'est pas encore la saison des figues. Alors, cette partie-là est assez étroite et un peu délicate pour les piétons, surtout quand les voitures arrivent vite comme celle-là. À partir de là, ça va onduler sur cette ligne de crête qui sépare la vallée du Célé sur ma droite et la vallée du Lot sur ma gauche. Ces chevaux n'ont aucune correction. Ils nous ont tourné le dos quand on est arrivé. Oh, pourtant, je suis allé au Lavomatique hier. On va être bouchonné par une faucheuse. Avant-hier, les Templiers ne voulaient pas se mouiller. Et hier, ils faisaient la sieste. Normalement, aujourd'hui, ils devraient émerger. Mais après le second petit déjeuner. Et j'espère qu'il ne va pas tarder, parce que j'ai faim. C'est un cheval grubeau, c'est quand les chevaux à la robe noire ont le gène d'un. Ça fait les marques primitives. Alors, il n'y en a pas trop, mais des petites rayures sur les jambes et la reine mulet sur le dos. Et les chevaux qu'on pense Isabelle et qui ont une reine mulet, ils sont pas Isabelle, ils sont Bédin. Ils sont comme Spirit en fait. Spirit il est Bédin. Voilà, c'était la minute cheval de cette étape, avec les explications de Clémentine, qui connaît toutes les robes des chevaux. N'empêche, c'est compliqué les robes des chevaux. Les dernières fois où je suis passé par ici, j'avais pas remarqué qu'il y avait autant d'élevage de chevaux.
Ah, on approche de Fessel. Et qui dit Fessel dit second petit déjeuner. J'espère que c'est ouvert. Avec autant de chevaux dans la région, c'est normal qu'un village s'appelle Fessel. Non? Alors là, celle-là. Désolé. Prochaine journée de repos, je vais peut-être penser à consulter. Et normalement, le bar est sur la droite. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir. Il nous reste 16 km et demi à faire. Il commence à faire chaud. Bien, il va peut-être être temps de reprendre cette série sur les Templiers. Et nous reprendrons donc, mais après la petite côte. Comme vous le savez maintenant, les Templiers qui s'étaient développés à l'issue de la première croisade, d'abord en Orient, se sont étendus en Occident. Et donc, l'organisation territoriale de cette filiale de l'Église catholique était la suivante. En Occident, les différentes provinces étaient subdivisées en bailliages, eux-mêmes subdivisés en commanderies. Par exemple, en Angleterre, il existait les bailliages d'Écosse et d'Irlande. En Orient, par contre, ne subsista, après la prise de Saint-Jean d'Acre en 1291 par les Mamelouks, que la province de Chypre. Saint-Jean d'Acre était situé au nord de l'actuel Haïfa, en Israël, et pas très loin de la frontière sud du Liban. Je vous épargnerai la liste de toutes les provinces et de tous les bailliages. D'une part parce que j'avais pas le temps de les apprendre ni de les noter en faisant la sieste hier après-midi. Et d'autre part parce qu'après avoir bu un verre de ratafia, qui est un alcool local du Lot, mon trait n'aurait pas été aussi sûr. Ou tout au moins, il aurait été aussi sûr que ceux que j'ai tracés pour essayer de tracer des idéogrammes au musée des Écritures le matin. Et enfin, même sans verre de ratafia, ça aurait été laborieux. Retenez juste qu'en Orient et en Occident, il existait un découpage territorial qu'on pourrait appeler découpage administratif, avec des chefs, des sous-chefs, qui se faisaient tous appeler maîtres. Du coup, pour savoir qui était maître de quoi, il fallait se référer au contexte de la source historique. C'est un peu comme nos présidents actuellement. Des présidents en France, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers. Enfin, des présidents et des présidentes. La suite après le concert. Bon, il y en a une qui n'est pas en rythme là. Il va falloir me corriger ça. Bien, après ce concert,
je reprends, j'en étais où? Ah oui, nos multiples présidents et présidentes. Mais ce sera après les cailloux. Elle se fout de moi en plus. T'as pas honte? Alors là-bas, c'est Bédué. Et tout droit, c'est le GR 651 et la vallée du Célé. Et nous, on va à gauche. Il y a 2 ans, quand j'avais fait le tour du Lot, j'étais remonté par cette vallée du Célé. Et arrivé à l'intersection que vous venez de voir, j'avais tourné à droite parce que j'avais envie de suivre le Camino jusqu'à Santiago. Puis au bout de 200 mètres, j'ai quand même fait demi-tour parce qu'il fallait bien que je rentre à Figeac. Mais là, on va dans la bonne direction. Ça, c'est cool. Bon, j'en étais où avec mes présidents? Parce qu'avec tout ça, je perds le fil. Je sens que cet épisode va encore être laborieux. Comme je le disais pour les Templiers, savoir à quel maître on s'adressait ou de quel maître on parlait dépendait du contexte. Et bien pour nos présidents, c'est pareil. Dites-moi, monsieur le président, qu'est-ce que vous pensez du contexte géopolitique dans le détroit d'Ormuz? Oh là, pas d'affolement. Moi, je suis juste président du club de curling de mon village provençal. Et comme le curling en Provence, c'est pas super répandu, on est juste 3. Un qui lance et 2 qui balaient. Bon, aux Jeux Olympiques, on est un peu loin de la médaille d'or. Par contre, on est super fort en ménage. On vient de s'arrêter un petit moment pour discuter avec un monsieur qui était en train de désherber son jardin et qui aime bien discuter avec les pèlerins parce que ça lui fait une petite pause. Une discussion, une brouette d'herbe, une discussion, une brouette d'herbe. C'est pas mal comme rythme. Parlant de pause, je me ferais bien une petite pause gâteau apéro. Mais juste avec de l'eau. Parce qu'il doit nous rester, je crois, moins de 10 km à faire. Bon appétit! Ah bah c'est un endroit où faire une pause, ça. Petite pause gâteau apéro auprès d'une gariotte. Une gariotte, c'est un peu comme les chibottes en Auvergne. Mais on les appelle gariottes dans le parler de Cahors. Je suis toujours impressionné par la maîtrise de cette construction en pierre sèche, sans mortier. C'est de la belle ouvrage. Bien, après cette pause, il est temps de repartir. Il nous reste à peu près 9 km à faire. Bien, après cette montée pas très pentue, mais longue, avec des cailloux qui roulent sous les chaussures, on va reprendre avec nos Templiers.
dont je vais détailler la hiérarchie à la fois en Orient et en Occident. Mais rassurez-vous, je ne vais pas trop entrer dans les détails. En particulier, je ne détaillerai pas tout l'équipement que recevait un chevalier, équipement qui différait selon les grades d'ailleurs. Sinon, ce serait un peu long. Bon, c'est fini les branches. Mais avant de parler de la hiérarchie en Orient puis en Occident, je vais donner quelques précisions sur l'appellation grand maître de l'ordre du Temple. Le titre de grand maître de l'ordre du Temple n'a jamais été utilisé par les Templiers eux-mêmes. En fait, il est apparu fin XIIIe, début XIVe siècle, notamment dans les actes du procès des Templiers. Ensuite, ce titre, c'était une branche. Ensuite, disais-je, ce titre, encore une branche. Je vais jamais y arriver. Donc, disais-je, le titre de grand maître a ensuite été popularisé par les historiens du XIXe et du XXe siècle. Les Templiers utilisaient plutôt le titre de maître de chevalerie. C'était une racine. Après cette petite digression, et avant d'entamer réellement l'examen de la hiérarchie des Templiers, je vais faire une seconde digression. Ben oui, parce que sinon je ne vais pas réussir à m'embrouiller. Tous les Templiers n'étaient pas engagés à vie. De même, tous les Templiers n'étaient pas chevaliers. Il existait des frères servants qui étaient soit incapables de se battre, mais doués dans le commerce ou doués dans toute autre activité autre que fracasser le crâne de son adversaire. Bien, après cette deuxième digression, passons à la hiérarchie en Orient. Je vous ai fait peur, hein. Les États latins d'Orient, c'est le siège de la maison mère. C'est par conséquent là-bas que réside le big boss, que par commodité j'appellerais grand maître. Le grand maître, c'est pas le maître absolu. Il est élu par 13 frères selon une procédure complexe que je ne vous détaillerai pas et que je n'ai d'ailleurs pas examiné parce que c'était l'heure du ratafia. La suite après la côte. Bon, après cette côte et une petite pause sous ce marronnier en fleurs, je reprends avec mon grand maître. Et si vous arrivez à suivre, bravo. Donc je disais que le grand maître était élu par 13 frères, mais que son pouvoir de décision était limité. C'était en effet le chapitre général, c'est-à-dire une réunion de dignitaires de l'ordre du Temple, qui se réunissait au moins une fois tous les 5 ans. Ça va les gars, tranquille, vous vous tuez pas à la tâche. Donc la plupart des décisions étaient prises par ce chapitre général. Cependant, le grand maître de l'ordre avait le pouvoir de dire à quelle bataille allait participer l'ordre du Temple.
Ah, ça sent le concours de boules avec maillot et tout. Un grand maître qui a pas beaucoup de pouvoir, mais qui a le pouvoir d'envoyer des soldats se battre. C'est un peu comme un président de la République chez nous, qui maîtriserait plus rien au niveau intérieur, mais qui dirait allez, on va envoyer des soldats se battre en Ukraine. Pas de nom. Et nous arrivons à Gréalou. Après le grand maître venait le sénéchal, qui était une sorte de vice-grand maître. Venait ensuite le maréchal, qui s'occupait des aspects militaires de l'ordre. C'était un peu le chef chaudard des Templiers, en beaucoup plus malin. Le troisième personnage par ordre d'importance chez les Templiers en Orient, c'était le drapier. Et si ça pouvait finir ces petites côtes, parce que j'aimerais bien terminer avant d'arriver à l'étape. Déjà que j'ai pris du retard, pour changer. Le drapier était en effet d'une importance cruciale pour les Templiers. C'est lui qui gérait l'acheminement des tissus dans les États latins d'Orient et qui gérait tout le tissu nécessaire à la confection des costumes des Templiers afin que ceux-ci soient habillés de façon honnête. Il y a intérêt parce que si on n'a plus de tissu et qu'on est obligé de mettre des turbans et des babouches, ça va vite devenir compliqué pour nous à la première bataille. Et je viens de m'apercevoir qu'il nous restait moins de 2,5 km à faire. Donc je continuerai la hiérarchie de l'ordre du Temple en Orient demain. Si ça continue comme ça, je vais finir la hiérarchie quand on sera arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah, nous arrivons au dolmen de Pêche-la-Glaire, qui est à 50 mètres devant nous. Toi aussi tu traces, hein? Un dolmen qui a ses orthostates. Sinon, ce serait un tas de cailloux. Orthostates, c'est bien une question super banco, ça. Ah, je retrouve mes dolmens volants. Et oui, ici, on envoie des dolmens dans l'espace. Dans ta face, Elon Musk. On devrait bientôt approcher du gîte de la Tournisse, qui doit se situer sur la gauche. Et je pense que c'est notre gîte. Absolument. Voilà, on s'est installé dans nos petits cocons. Et maintenant, routine habituelle. Demain c'est 18 km jusqu'à Saint-Jean-de-Lord. Normalement, il ne devrait pas pleuvoir, mais sait-on jamais. Je vous dis à demain.
pour de nouvelles aventures.